Je te propose dans cette séquence une introduction aux applications de l'électricité. Je vais te montrer comment est-ce qu'on fait en pratique pour exploiter la force électrique dans toutes les applications de la vie de tous les jours qu'on voit ici et qui sont effectivement basées sur l'électricité. Elles exploitent donc bien la force électrique. Alors je vais commencer par un petit rappel. On a vu dans la séquence d'introduction à l'électricité que la force électrique est en fait une propriété des particules élémentaires. On a vu par exemple que le neutron, qui est une particule élémentaire, est instable et que cette instabilité conduit à la formation d'un proton et d'un électron, deux particules qui exercent entre elles une force beaucoup plus importante que la force gravitationnelle, qui existe aussi entre ces deux particules, mais ici on a une force donc beaucoup plus importante qu'on appelle la force électrique. Et c'est cette force qui permet à l'électron ici de rentrer en orbite autour du proton pour former ce qu'on appelle donc un atome. C'est ici un atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple qu'on puisse imaginer, mais on a vu dans l'introduction que les atomes plus compliqués peuvent être générés dans les étoiles. On a à ce moment-là ici un gros paquet de protons et ici une multitude d'électrons qui tournent pour former une espèce de nuage, et c'est pourquoi on représente souvent les atomes comme de simples boules. En fait, on représente seulement à ce moment-là le nuage électronique, la multitude d'électrons ici qui forment une espèce de nuage. C'est comme ça qu'on le représente. Je ne vais bien sûr pas rentrer dans les détails ici. Ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, pour la suite, pour bien comprendre l'électricité, c'est que les charges sont délocalisées dans un atome. C'est à l'extérieur que se trouvent les charges négatives, c'est le nuage électronique tout simplement, et les charges positives se trouvent ici, dans une toute petite zone de l'espace, beaucoup plus petite que celle qui est schématisée ici. C'est une petite tête d'épingle ici, qui est 100 000 fois plus petite typiquement que le nuage électronique, dans laquelle donc se retrouvent les charges positives. Il y a donc un grand concentré ici de charges positives qui donne en fait aux atomes des propriétés particulières. On pourrait se dire qu'un atome est un simple objet neutre électriquement, il y a autant de charges négatives que de charges positives, et donc il ne présente pas vraiment d'intérêt. Mais ce n'est pas vrai. Si on vient suffisamment près de cet atome, eh bien, avec un électron par exemple, l'électron pourrait dans une certaine région de l'espace ici, voir plus les charges positives qui sont ici que les charges négatives et donc être attiré par cet atome. Et c'est donc ce qui se produit en pratique. Si par exemple on rapproche cet atome qui serait ici un atome d'oxygène par exemple, si on le rapproche de deux atomes d'hydrogène, eh bien ces deux atomes d'hydrogène vont s'accrocher ici à l'oxygène, tout simplement parce que l'électron ici de l'hydrogène est attiré très fortement par le noyau. C'est ce que je représente ici par les flèches vertes. C'est la force électrique qui est à l'œuvre ici et qui est responsable donc de la formation d'une molécule. Tout ça a été vu en détail dans la séquence introductive. Ici, donc, la force qui est exercée, c'est essentiellement sur l'électron. Donc l'électron est attiré par l'atome d'oxygène ici. L'atome d'oxygène devient donc majoritairement négatif alors que les atomes d'hydrogène, eux, sont positifs. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est pour te dire, te rappeler que les molécules aussi peuvent interagir entre elles. Le moins qui est ici va interagir avec le plus d'une autre molécule. Je vais représenter ça en plus petit ici. Voilà le plus qui est attiré par le moins, etc. Et on forme comme ça des ensembles de molécules qui sont responsables en gros de la formation de la matière telle qu'on la connaît dans notre univers. Et c'est comme ça donc qu'on explique la structure de notre univers. C'est véritablement l'électricité qui façonne notre monde. On a ici l'eau dont je te parlais, c'est la molécule d'H2O dont je viens de te parler. Toutes ces molécules d'H2O qui ont tendance à se mettre ensemble pour former un liquide qui est l'eau. Et ceci est vrai donc pour la matière solide. À ce moment-là, les liens sont simplement plus forts. Et si on rajoute encore le carbone et l'azote à l'hydrogène et l'oxygène que je viens de considérer, on peut expliquer la plupart des molécules du vivant. Donc ça façonne réellement notre monde, ces molécules, ces assemblages d'atomes dus donc à la force électrique façonnent notre monde. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait vu dans la première séquence. Alors ça, c'est essentiellement ça concerne uniquement donc ce qui se passe au niveau microscopique. Les forces qu'on a ici au niveau des électrons et des protons sont des forces en réalité microscopiques. À l'échelle microscopique, ça explique donc la formation de notre monde matériel. Mais, bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas que à l'échelle microscopique
que l'électricité peut se manifester. Dans la nature, c'est d'ailleurs le cas. Il suffit d'attendre un petit peu ici que le temps se dégrade, le ciel s'alourdit et qu'est-ce qui se passe? Il y a un orage qui survient. Et cet orage est une manifestation de l'électricité. On voit ici les éclairs, qui est une manifestation à grande échelle, bien sûr, de l'électricité. On voit que l'électricité ne se manifeste pas que à l'échelle microscopique. Et on a ici même une manifestation qui se passe à très grande échelle. Les énergies libérées sont énormes. Et l'homme a toujours été fasciné par ce phénomène, en se demandant s'il ne serait pas un jour possible de l'exploiter à son bénéfice. Et c'est effectivement ça qui est arrivé. On a parlé de Benjamin Franklin dans l'introduction. Eh bien, précisément, Benjamin Franklin s'est intéressé à la physique des éclairs et a pu faire de nombreux progrès sur les connaissances de l'électricité. Voilà. Alors, on va maintenant donc voir comment ce genre de manifestation à grande échelle peut avoir lieu et comment est-ce qu'on peut donc maîtriser, comment est-ce qu'on peut véritablement dompter l'électricité pour l'appliquer. Alors, tout ça tient en fait à une chose qu'on a déjà vue. Les manifestations à grande échelle de l'électricité viennent bien sûr des propriétés microscopiques. Notre monde est fait d'atomes, donc au départ c'est bien sûr les atomes. Alors, voilà, je représente ici deux atomes, on les a déjà rencontrés dans l'introduction, on a le sodium et le chlore. Il se fait que ces deux atomes n'ont pas la même affinité pour les électrons. Le sodium va perdre ici très facilement son électron quand il va être en contact avec le chlore. C'est ce qui se passe ici, on va voir un transfert ici, l'électron passe et le chlore va s'en aller. Il sera chargé négativement, le sodium ce sera le contraire, il aura perdu un électron, il sera majoritairement positif. Je vais le représenter avec un plus ici, alors que le chlore se représentait avec un moins. Et on a donc une force attractive entre les deux. C'est ça qui explique la formation des cristaux de sel qu'on a donc déjà rencontré. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement pour dire que ce mécanisme de transfert d'électrons est tout simplement universel. Si on prend deux atomes différents tels que le cuivre et le plomb, eh bien on a toutes les chances d'avoir une différence d'affinité pour les électrons entre ces deux matières, ces deux atomes ici. Je le représente à l'échelle atomique pour simplifier les choses. En réalité, les choses sont beaucoup plus subtiles. Les transferts d'électrons entre matières ne concernent en réalité pas que les atomes, mais les assemblages d'atomes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux dire ici, c'est que si on prend du plomb et du cuivre et qu'on les met en contact l'un avec l'autre, en les frottant bien par exemple l'un contre l'autre, il va y avoir passage d'électrons de l'un à l'autre. Donc le plomb va se charger positivement, le cuivre va se charger négativement. Et ceci, je le répète, c'est un mécanisme universel. Chaque atome a son affinité propre pour les électrons. S'il y en a un qui a plus d'affinité pour les électrons, qui va les attirer plus que l'autre, eh bien les électrons passeront inévitablement de l'un à l'autre, tout simplement au contact. Et le contact peut s'obtenir par un frottement. Comme je le disais, donc, voilà, donc ce que je voulais dire ici, bien sûr, c'est qu'une fois que c'est chargé, les électrons vont rester ici dans le cuivre et le plomb va repartir avec moins d'électrons. Il sera donc chargé positivement et on aura deux corps ici qui vont subir des forces mutuelles, donc ils vont agir l'un sur l'autre. Alors ça, on peut en faire l'expérience tous les jours. Il suffit de prendre par exemple une boule de cuivre, de la frotter avec un matériau, un chiffon de coton par exemple, et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement donner des électrons à ce cuivre, le cuivre qui aime bien les électrons par rapport ici au chiffon. Et donc voilà, je vais frotter ici pour transférer des charges, et ça va se manifester tout simplement par une force d'attraction. Si je lâche le chiffon va rester en suspension ici contre la boule. Voilà, et ça bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a donné les électrons ici au cuivre et qu'on a arraché des électrons ici au chiffon. Et maintenant, on a ici une manifestation macroscopique à grande échelle par rapport à l'échelle atomique. On a ici une manifestation macroscopique puisque ça concerne ici une boule qui pourrait avoir la taille d'un point par exemple. Et voilà, donc on a ici un grand nombre d'électrons
un grand nombre de charges positives ici qui se font face et qui, bien sûr, exercent une force. C'est pourquoi le chiffon reste collé ici à la boule. Alors si j'écarte maintenant le chiffon, eh bien, la force peut être tellement grande que le chiffon pourrait très bien revenir, s'il est suffisamment léger, bien sûr. C'est le genre d'expérience qu'on peut faire très facilement avec des petits bouts de papier et en les frottant sur des morceaux de plastique et des choses comme ça. Donc voilà, j'ai ici, c'est ça l'important à retenir, c'est que à partir d'un simple frottement, à partir d'un simple contact entre deux matériaux, on peut avoir une manifestation de la force électrique à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle, je dirais, de l'homme, à l'échelle donc observable dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc on a ici une force attractive qui s'exerce entre ces charges. Et ce qui est très important à savoir par la suite pour l'exploitation de l'électricité, c'est que le cuivre ici forme un réseau cristallin, exactement comme le réseau cristallin du sel, NaCl, qu'on a vu tout à l'heure, à part qu'ici ce ne sont que des atomes de cuivre, et que si ces atomes de cuivre collent ensemble, en fait, ce n'est pas pour la même raison que le cristal de sel qui est formé de Na, de sodium positif et de chlore négatif, qui sont collés ensemble donc par force électrostatique. Ici, c'est un peu plus compliqué. Je ne peux malheureusement pas rentrer dans les détails, mais je pourrais juste te dire que ces atomes de cuivre ici collent ensemble grâce à une mise en commun de leurs électrons périphériques. Les électrons du nuage électronique sont tout simplement libérés quand les atomes de cuivre sont mis ensemble. Et ces électrons forment une espèce de nuage, comme c'est représenté ici par cette animation. Et c'est cette espèce de nuage électronique qui sert en quelque sorte de colle à ces atomes de cuivre. Et donc ces atomes de cuivre sont là ensemble, et il y a donc entre tous ces atomes des électrons qui passent et qui sont libres d'aller un petit peu là où ils veulent. Ceci est très important, c'est ça qui va permettre en fait de dompter véritablement l'électricité. Mais voilà, donc je reviens maintenant à ma boule de cuivre, on a les électrons ici qui forment un nuage électronique, et bien sûr ces électrons, ce sont des charges négatives, elles exercent des forces entre elles, des forces répulsives ici entre elles. Je vais arrêter l'animation ici et montrer ici la force que subit cet électron en raison de la présence des autres. Chaque électron subit comme ça une force répulsive de la part de chacun des électrons, et c'est donc la situation qu'on obtient ici. Et s'il y a beaucoup d'électrons ici, dans la boule de cuivre, eh bien la force ici peut devenir tellement grande que l'électron peut être arraché à la matière. Et c'est donc ce qui peut se passer. Voilà, l'électron vient de quitter la boule de cuivre, et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de claquage électrique, qu'on peut voir dans la pénombre. On le voit très facilement par formation de ce qu'on appelle un arc électrique. Les électrons ici sont éjectés. Il y a tellement d'électrons dans la boule de cuivre qu'on devine ici, dans la pénombre. Il y a tellement d'électrons que certains sont tout simplement repoussés en dehors de la matière. Et si on voit ici de la lumière, un arc électrique, c'est tout simplement parce que ces électrons déstabilisent les atomes qui émettent alors de la lumière. Je ne vais bien sûr pas rentrer dans les détails ici. Tout ce que je peux te dire ici, c'est que la force électrique, eh bien, elle peut être très importante au point de créer ici un éclair comme dans les orages. Alors la boule de cuivre qui est ici, en fait, est une boule qu'on trouve dans un dispositif qu'on appelle le générateur électrostatique de Van de Grave. Robert Van de Grave qui, dans les années 30, a développé ce dispositif qui est en fait extrêmement simple. On a ici tout simplement une courroie de tissu, un tissu qui frotte ici le long d'électrodes. Qu'est-ce que je dis ici? Simplement, je ne vais pas compliquer les choses, je vais simplement dire que ici, ce tissu est en frottement sur un métal qui pourrait par exemple être du zinc. Le zinc qui aime moins les électrons que le cuivre. Alors, il va donner donc ces électrons très facilement au tissu ici. Le tissu va être mis en mouvement. Il y a un petit moteur électrique ici qui met ce tissu en mouvement. Les électrons vont monter ici et vont être communiqués à cette boule de cuivre ici qui, elle, aime bien les électrons, en tout cas plus que le zinc. Et donc cette courroie ici, ça va juste servir de transfert, de moyen de transfert d'électrons du zinc vers le cuivre. Et la boule de cuivre peut se charger comme ça au fil du temps. On fait tourner la courroie ici. Elle va passer du zinc au cuivre.
Et donc les charges négatives, les électrons vont monter ici, charger la boule de cuivre, jusqu'à ce que un claquage puisse se produire. Hein, on peut comme ça charger beaucoup d'électrons dans cette boule de cuivre. Alors, voilà, c'est un principe qui a été développé dans les années 30, mais qui en fait est encore utilisé actuellement dans notamment les accélérateurs de particules. Certains accélérateurs de particules utilisent encore ce principe. On a ici dans ce dispositif un générateur électrostatique de 22 graves dans une version moderne. Je ne vais bien sûr pas rentrer dans les détails ici, hein, mais c'est juste pour te dire que c'est encore utilisé. Hein, l'électrisation par frottement, comme on la voit ici, est utilisée pour accélérer des particules à l'image de l'électron ici qui a été éjecté, qui a véritablement été accéléré par la force électrique des autres électrons qui sont présents ici. Voilà. Alors, ça, hein, ce qui se produit ici, en fait, c'est ce qui se produit dans les orages. Hein, donc, quand on a un grand nuage, hein, qu'on appelle un cumulonimbus ici, qui est formé par les phénomènes atmosphériques hein, de convection, ici on a de l'air chaud, de l'air froid, les masses d'air chaude typiquement on monte ici dans ce nuage, les masses d'air froid descendent, on a donc des masses d'air en contact et qui se frottent l'une contre l'autre. Les unes viennent du haut, les autres du bas, elles transportent donc des choses différentes. Hein. Ici on a par exemple des petits cristaux de glace qui arrivent parce qu'on est très haut en altitude, ici on a des poussières qui viennent de la Terre, ces cristaux de glace et les poussières se rencontrent, elles ont des affinités différentes pour les électrons et donc le nuage va commencer à se charger avec donc une répartition de charges qui sera très inhomogène. On va par exemple avoir des charges négatives ici dans le haut, des charges positives ici dans le bas, et cette accumulation continue, parce que ces mouvements hein, d'air ici sont très importants et durent très longtemps. Et on peut accumuler comme ça des charges au point d'avoir des décharges électriques. Hein, c'est bien sûr l'orage à ce moment-là qui a lieu. Les charges positives qui sont par exemple ici accumulées à la base du nuage attirent les électrons par exemple de la Terre ou même peuvent rejoindre ici, peuvent attirer également les charges négatives du haut du nuage pour créer des éclairs à la fois dans le nuage et à la fois donc vers la Terre. Hein, tu as déjà observé ça bien sûr. C'est donc ici l'électrisation par frottement qui est responsable de ça. Les particules rentrent en contact l'une avec l'autre en raison des mouvements de l'atmosphère et donc au final provoquent donc ces superbes éclairs. Alors je vais en revenir maintenant à ma boule de cuivre ici. Elle contient donc tous ces électrons qui exercent donc une force ici, en particulier sur un électron, mais bien sûr cette force existe sur tous les autres électrons. Ils se repoussent tous mutuellement. Alors l'idée maintenant est d'exploiter cette force de manière contrôlée. Hein, on a vu les éclairs c'est des claquages, c'est incontrôlé, on ne sait pas bien quoi en faire, comment récupérer cette énergie, c'est pas évident. Alors voilà, je vais te montrer maintenant comment on peut exploiter cette force ici, qui est la force électrique donc. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien on va tout simplement utiliser du cuivre. On va utiliser du cuivre ou tout autre métal dans lequel on peut avoir des électrons libres qui se déplacent. Alors ce que je te propose ici, c'est de prendre une deuxième boule de cuivre, toute simple, et ici, entre elles, ici un petit bâton de cuivre qui relie ces deux boules. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'électron qui est ici, qui est repoussé, peut passer naturellement à l'autre boule en passant par le cuivre ici. On n'a plus besoin d'attendre le phénomène de claquage, hein, le phénomène d'émission ici d'un éclair. On va avoir tout simplement un passage progressif de cet électron de la boule de gauche ici vers la boule de droite. Et donc voilà, ça va se passer comme ceci. Hein, les électrons vont comme ça migrer d'une boule à l'autre jusqu'à ce qu'on ait un équilibre. Hein, maintenant, j'ai 4 électrons d'un côté, 4 électrons de l'autre, c'est symbolique bien sûr. Hein, on a le même nombre d'électrons, c'est ça qui est important. Et donc on va avoir ici un équilibre. Hein, il y aura autant de force dans un sens que dans l'autre. Les 4 électrons ici repoussent ces 4 électrons-là de la même manière que ces 4-là repoussent ces 4-ci. Et donc voilà, on arrive à un équilibre ici. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux, la situation de départ et la situation d'arrivée? On a vu ici un passage d'électrons. Et ce passage d'électrons provoque ce qu'on appelle donc un courant électrique. Et pour comprendre ce qui se passe dans un courant électrique, on va représenter ici, très schématiquement, ce qui se passe. J'ai l'électron ici, il est encore à l'arrêt, mais il ne faut pas oublier qu'il subit la force électrique, il est repoussé par les électrons voisins qui se trouvent ici du côté gauche. Et donc il va venir ici rencontrer les atomes de cuivre
du petit bâtonnet de cuivre qui relie les deux boules. Et dans ce bâtonnet, donc, ce qu'on va avoir, on va avoir ici un passage des électrons. Et cet électron qui a une force qui le tire ici vers la droite, va venir collisionner ici l'atome de cuivre. Cet atome est en contact avec les autres atomes de cuivre ici et va donc également les agiter. Et on voit comme ça le courant électrique qui passe, les électrons qui continuent à passer, ils sont repoussés par les électrons qu'il y a dans la boule. Et ils entretiennent comme ceci cette agitation. Et l'agitation thermique, tu sais ce que c'est. C'est tout simplement... l'agitation, c'est l'agitation thermique, j'ai déjà dit le mot, pardon. C'est tout simplement la création de chaleur. On sait que c'est cette agitation à l'échelle microscopique qui crée la chaleur. Et donc on a tout simplement génération de chaleur. Voilà, au moment où les électrons passent, on crée de la chaleur représentée ici par les petites turbulences. Et ça, ça montre qu'on peut maîtriser l'électricité pour produire de la chaleur. C'est ce qu'on exploite en réalité dans un radiateur. Dans un radiateur, on fait passer des charges, des électrons dans un fil de cuivre, et ce fil chauffe pour chauffer l'atmosphère environnante. On peut également faire un fer à repasser avec ça, on peut également faire de la cuisine, mais on peut encore faire mieux, on peut même générer de la lumière dans une ampoule électrique. On a tout simplement un filament ici qui fait passer les électrons à l'image de ce qu'on a ici. Et ces électrons donc chauffent très fortement ce filament jusqu'à générer de la lumière. Quand on chauffe très fort un objet, il finit par émettre de la lumière. Et donc voilà, on voit ici que si on arrive à maîtriser l'électricité, on arrive déjà à faire pas mal de choses. Et on peut la maîtriser grâce à cette matière conductrice. J'ai pris ici l'exemple du cuivre, mais c'est l'exemple de tous les métaux. Tous les métaux sont conducteurs. On peut prendre du fer, on peut prendre du zinc, on peut prendre du plomb. Ça marchera de la même manière. Alors, jusqu'à présent, je n'ai parlé que d'électrisation par frottement. J'ai dit qu'on pouvait obtenir des électrons ici dans la boule de cuivre en la frottant, par exemple, avec un tissu de coton. Il est clair que ce n'est pas comme ça qu'on fait en pratique. Même si le générateur de Van de Graaff existe pour étudier les particules élémentaires, ce n'est pas comme ça qu'on fait pour avoir l'électricité dans la vie de tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'électricité dans la vie de tous les jours? On utilise toujours ce principe de l'affinité électronique différente entre atomes. Je représente ici un atome de zinc, un atome de cuivre. Il se fait que l'atome de zinc va donner ses électrons très facilement à l'atome de cuivre si on les met en contact. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait universel. On peut très bien exploiter ce principe dans d'autres dispositifs plus compliqués qui permettent d'éviter de devoir mettre des matériaux en contact et de commencer à les frotter l'un contre l'autre. Et ce dispositif, ça peut par exemple être la batterie ou la pile électrique. J'ai représenté ici une pile électrique extrêmement simplifiée. Je prends ici un bâton de cuivre, un bâton de zinc de l'autre côté. Le bâton de cuivre est plongé dans une solution de sulfate de cuivre, donc dans de l'eau. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici, ce n'est pas l'important. Ce sont les principes généraux que je t'explique ici. Ici, on a du sulfate de zinc, dans lequel donc le zinc est plongé. On a ici un petit pont entre les deux. Je t'expliquerai à quoi il sert plus tard. Mais donc on a des électrons ici, dans le zinc, tout comme on a dans le cuivre. Et ces électrons ici, on sait que le zinc aime moins les électrons que le cuivre. Et donc, si je relie ici le petit bâtonnet de zinc à celui de cuivre, les électrons ici vont passer spontanément au cuivre. Donc c'est le principe de la pile électrique expliqué de manière extrêmement schématique, mais si ça marche, c'est véritablement parce que les électrons sont plus attirés par le cuivre que par le zinc. Alors le petit pont qui est ici, il sert en fait à faire repasser les électrons de l'un à l'autre de manière à ce que le courant puisse être établi de manière permanente jusqu'à ce que la pile s'épuise pour des raisons que je ne vais pas t'expliquer ici, bien sûr. Tout ce que je voudrais que tu comprennes ici, c'est que le courant électrique a été créé tout simplement grâce au fait que le zinc aime moins les électrons que le cuivre attire les électrons, et c'est ça qui est à l'œuvre donc dans la batterie. La batterie de voiture, par exemple, fonctionne grâce à ça. De même que la pile électrique. La pile électrique fonctionne grâce à ça, grâce au fait que certains atomes aiment mieux les électrons que les autres.
Voilà, hein, c'est ce que je représente encore une fois ici. Si une batterie fonctionne, si une pile fonctionne, c'est grâce au fait que certains atomes préfèrent les électrons euh, que donc certains autres. Voilà. Alors, bien sûr, il n'y a pas que les piles hein, pour générer de l'électricité. On génère de l'électricité différemment et on la génère en particulier avec la force magnétique. Alors, pour t'expliquer ça, je vais ici tout simplement représenter un électron que je vais considérer ici dans le champ gravitationnel. Hein, c'est-à-dire que c'est comme on va imaginer, on fait une expérience de la pensée, on va imaginer que je suis tout petit, moi, et que je peux prendre cet électron ici en main, et puis que je peux le lâcher. Si je le lâche, je suis à la surface de la Terre, il est donc attiré par la Terre et il va tomber. Alors voilà, il tombe, rien ne se passe de particulier, cet électron tombe comme tous les objets dans le champ gravitationnel de la Terre. Si maintenant je place un aimant qui est placé ici à l'arrière de cet électron, l'électron se trouve devant, la perspective n'est peut-être pas évidente, cet aimant génère un champ magnétique ici qui sort du plan de ton écran, et cet électron ici, maintenant je vais le laisser tomber dans ce champ magnétique ici quelque part. Je vais le reprendre ici, et maintenant quand je vais le lâcher, regarde bien ce qui se passe, tu vas voir qu'il va être dévié sur la droite. Ce que tu viens de voir ici, c'est une manifestation de la force qu'on appelle donc la force magnétique. Elle est due au fait qu'on a ici un champ magnétique qui sort du pôle nord de cet aimant. Je vais la représenter ici. Donc quand on a un électron qui a une certaine vitesse, c'est la flèche rouge ici qui représente la vitesse, eh bien il y a une force vers la droite ici qui apparaît sur cet électron. Alors ça, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, c'est ce qu'on appelle la force magnétique. Et voilà, donc c'est une manifestation de la charge électrique qu'on ne peut pas expliquer. En fait, c'est comme ça, c'est une observation expérimentale quand on met un électron en déplacement dans un champ magnétique, il subit une force qui est perpendiculaire à la vitesse ici. L'électron descend ici et mon pouce indique le sens de la force qu'il subit. Et bien ça, on va pouvoir l'exploiter pour générer de l'électricité. Mais avant ça, ici, on va discuter de ce qui se passe. Bien sûr, ça pourrait aussi arriver, cette force va bien sûr exister, que ce soit l'électron qui bouge ou que ce soit l'aimant qui bouge vers le haut. Si l'aimant bouge vers le haut, c'est comme si l'électron descendait par rapport au champ magnétique ici, et donc c'est exactement la même chose qui se passe. L'électron va toujours subir une force ici vers la droite. Et donc voilà, si je monte l'aimant ici, eh bien on aura une force vers la droite qui va tirer l'électron vers la droite. Alors bien sûr, pour maintenir cette force, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on utilise tout simplement plusieurs aimants qui sont mis sur une roue et qui tournent comme ceci pour maintenir cette force sur l'électron. Alors bien sûr, l'électron, on ne va pas le laisser comme ça tout seul, on va tout simplement utiliser les électrons dans un fil de cuivre. Si je prends un fil de cuivre, j'aurai une multitude d'électrons, tous les électrons qui ont été libérés par les atomes de cuivre. Ici, ils sont libres de bouger où ils veulent. Et si ils sont dans un champ magnétique ici qui monte, eh bien ils vont tout simplement subir la force électrique vers la droite, comme je viens de te le montrer. Voilà comment ça va se passer. Alors si maintenant je prolonge ce fil électrique avec un circuit électrique, je vais le prolonger ici par un long fil qui fait tout un tour, qui fait un circuit électrique fermé, eh bien la force qui est ici dans le champ magnétique va entraîner tous les électrons. C'est ce que je vais représenter maintenant. Quand les aimants ici vont se mettre en route, les électrons vont être tirés ici vers la droite. On va former comme ça un courant électrique. On génère un courant électrique à partir d'un simple mouvement d'aimant devant un fil électrique. Et ça, c'est le principe qui est utilisé dans les centrales électriques. On a ici des fils de cuivre qu'on voit ici, on a des aimants tournants, des fois c'est l'inverse, ce sont les fils de cuivre qui tournent, les aimants qui sont fixes, ça n'a pas d'importance. Le principe de génération de l'électricité est basé sur ce que je viens de te dire, sur la force magnétique. Donc voilà, ici on a l'axe, ce qu'on appelle le rotor qui tourne. On a par exemple des aimants ici sur ce rotor qui passent devant les fils électriques ici qui rentrent le long des aimants. Voilà. Alors voilà, comme je te disais, c'est le principe de génération de l'électricité à grande échelle. L'électricité donc est tout simplement générée sur ces fils de cuivre qui forment le circuit fermé dont je te parlais. Ça forme un circuit fermé jusque dans les bobinages qu'on vient de voir qui tournent devant les aimants. Et donc voilà, ces fils sont parcourus par un courant qui peut être exploité bien sûr
à la maison, hein, l'électricité domestique, elle est disponible grâce à une prise électrique qui est là. Le courant va pouvoir être exploité et c'est le courant donc généré par ces centrales électriques. Voilà, alors bien sûr, hein, je vais faire une petite parenthèse ici. La prise électrique, il faut s'en méfier, hein, tu sais très bien qu'on ne peut pas mettre les doigts ici sur la prise électrique. Hein, si tu prends par exemple des couteaux métalliques ici, que tu vas dans les trous de la prise, tu risques gros, bien sûr, c'est très dangereux. Alors je fais une petite parenthèse là sur cet aspect-là. Hein. Pourquoi est-ce que l'électricité est dangereuse dans le fond? Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, hein, c'est tout simplement que le corps humain est constitué à 80% d'eau, que l'eau est conductrice de l'électricité, et que donc le corps humain va tout simplement conduire l'électricité. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'électricité, le passage de l'électricité, ça provoque un échauffement, et donc on peut avoir comme ça de graves brûlures. Hein, il faut être très prudent. Et en plus des brûlures qu'on peut avoir, en raison de l'échauffement par le passage des électrons, là, qui crée cette agitation thermique, en plus de ce phénomène-là, on peut avoir un arrêt cardiaque. Pourquoi un arrêt cardiaque? Tout simplement parce que notre corps est fait, notre corps est fait de muscles, par exemple. Hein, pour se bouger, on a des muscles. Ces muscles sont je dirais commandés par un système nerveux central, hein, qui commande grâce à des passages de signaux électriques le long des nerfs. J'ai bien dit signaux électriques, hein. Les nerfs fonctionnent grâce à l'électricité. Et donc, quand on met les doigts dans la prise, on perturbe tout ce système, les muscles se contractent, et en particulier, le muscle cardiaque se contracte et finit peut-être par s'arrêter. Et donc, c'est l'arrêt cardiaque et c'est la mort. Donc, il faut être bien sûr prudent avec l'électricité. Mais je vais maintenant revenir aux applications ici. Il suffit de mettre sa prise électrique ici, la prise électrique d'un radiateur, pour avoir du courant électrique qui passe dans le conducteur qui est ici et qui va donc provoquer un échauffement. C'est le principe du radiateur électrique. On peut éclairer, bien sûr. Le courant qui passe dans le filament ici provoque un échauffement tel que le filament chauffe à blanc, c'est-à-dire qu'il génère de la lumière. On peut également faire tourner des moteurs électriques, hein, comme dans ce mixeur de cuisine ici. Il y a un petit moteur électrique, bien sûr. Alors, je n'ai pas encore parlé du moteur électrique, c'est une application importante de l'électricité, bien sûr. Il fonctionne tout simplement sur base de la force magnétique. En réalité, on devrait appeler ça un moteur magnétique. Hein, qu'est-ce qui se passe ici? On a vu tout à l'heure un électron qui descend verticalement. Hein, j'avais dit qu'en descendant verticalement, la force qu'il subissait était une force vers la droite. Maintenant, on voit des électrons ici dans un courant. On a un courant électrique dans un fil. Ces électrons viennent vers moi, on voit que la force qu'ils vont subir, ce sera une force qui sera dirigée vers le haut. Ces électrons qui exercent une force vers le haut vont exercer cette force sur le fil dans sa globalité, et le fil va donc être entraîné vers le haut. Okay, donc il suffit de faire passer un courant dans un fil de cuivre, ici en présence d'un champ magnétique, pour voir apparaître une force. C'est le principe du moteur électrique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on a un schéma de moteur électrique. J'ai juste attiré ton attention ici sur la présence de fils électriques. On a donc des courants qui circulent, et on a ici les pôles nord et sud d'un aimant qui va donc générer un champ magnétique. Un champ magnétique en présence de courant électrique génère des forces, et les forces sont ici, qu'est-ce que je dirais, gérées de manière à pouvoir faire tourner ici le rotor dans le sens qui est indiqué ici. Hein, c'est le rotor du moteur qui va donc qui va communiquer donc cette force électrique au départ, et ça devient donc une simple force mécanique qui va pouvoir être utilisée à différentes applications. Alors je vais terminer avec une application ici. Et pour ça, je vais te demander de faire une expérience de la pensée. Admettons que tu aies une charge électrique ici, une petite boule de cuivre qui a été chargée négativement, et ici encore une petite boule de cuivre identique qui a été chargée négativement. Alors qu'est-ce qui va se passer si tu tiens ces deux boules en main? C'est qu'elle va forcément générer ici une force répulsive sur la boule de droite ici. Et donc tu vas ressentir ici une force répulsive, tout comme avec l'autre main, hein, mais c'est à cette boule-ci que je m'intéresse ici. On a donc une force répulsive ici, tu vas maintenir cette boule malgré la force répulsive ici. Et maintenant, on va bouger cette main-là. On va agiter ici la charge électrique, et forcément, la force électrique qui est générée, elle va varier ici. Elle va tendance à être en bas ici, elle va être en haut ici, hein, elle va toujours être dans le prolongement de la charge ici. Donc maintenant, elle est vers le haut, là, elle est vers le bas. Et donc, ce qu'on va expérimenter ici en retenant
cette boule de cuivre, eh bien, c'est une force qui tantôt monte, tantôt descend, hein, elle monte, elle descend. Et donc, si je laisse aller ma main ici, ben, elle va avoir tendance à monter, descendre. Hein, c'est ce que je vais représenter ici. Quand l'une est en haut, l'autre main est en bas. Et on voit comme ça que eh bien, si on agite une charge à un endroit de l'espace, ben, ce mouvement d'agitation va se répercuter à une certaine distance sur d'autres charges. On peut comme ça communiquer des forces à distance. La force électrique est une force à distance, et donc pas du tout une surprise. Et ça, ben, c'est le principe qui est utilisé pour communiquer de l'information. Hein, ce que je viens de représenter ici, ben, c'est tout simplement une onde électrique, la voilà qui passe ici. On explique ce phénomène en termes d'onde électrique. Une onde électrique est en quelque sorte une onde de force électrique, hein, qui montre qu'il est possible de transmettre la force électrique ici, variable à distance, et que si elle est variable ici à distance, ben, elle sera aussi variable ici. Voilà, ça c'est le principe qui est utilisé pour communiquer, comme je le disais. Hein, si on prend un téléphone portable, par exemple, un téléphone portable comporte toujours une antenne. On a un circuit ici électrique qui provoque des oscillations de courant ici dans l'antenne. Ces oscillations, eh bien, sont répercutées sur les charges électriques, les électrons ici qui se trouvent dans une antenne, hein, qui se trouve ici sur le toit d'un bâtiment. C'est une antenne de téléphone portable ici. Et l'agitation qui est ici, ben, va se répercuter sur ces électrons-là, tout simplement par le passage d'une onde électromagnétique. Et on utilise ce concept d'onde électromagnétique pour décrire ce phénomène. Et donc, voilà, bien sûr, alors le téléphone, ben, il fonctionne grâce à l'électronique. Hein, c'est la dernière chose que je vais mentionner ici. L'électronique aussi, bien sûr, est basée sur l'électricité. Hein, qu'est-ce qui se passe dans un circuit électronique? Ben, on a des petits fils de cuivre ici qui vont d'un élément à l'autre, des éléments dans lesquels les électrons peuvent interagir. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici, mais en fonction de ce qu'on fait sur le circuit, hein, de la touche qu'on pousse sur le téléphone portable, ben on ferme des circuits qui libèrent des électrons le long de certains circuits ici. C'est ce que j'ai représenté ici. J'ai représenté ça schématiquement comme trois petits électrons ici qui créent des courants. Ces courants interagissent bien sûr à un moment donné pour traiter l'information comme on le désire. Et c'est donc l'électronique qui est ici, qui elle est aussi bien sûr basée sur l'électricité, comme tu peux le voir. Et voilà, hein, donc ceci termine l'exposé. On voit que l'électricité a pu être maîtrisée grâce à ce phénomène donc de transfert d'électrons d'un corps à un autre. Hein. J'ai pris l'exemple du zinc et du cuivre, mais je l'ai dit, c'est tout à fait universel. Chaque atome a son affinité propre pour les électrons. Il y en a toujours un qui a plus d'affinité, qui va prendre les électrons d'un autre. Deuxième aspect important, c'est que ces électrons qu'on peut prendre d'un autre corps, ben, sont libres dans les matériaux conducteurs. Ces électrons forment un nuage électronique dans ces matériaux et donc peuvent être manipulés très facilement. Il suffit de rajouter des électrons dans une zone de l'espace pour repousser ces électrons et créer comme ça des courants électriques. Et ces courants électriques, ben, peuvent être générés très facilement grâce à la force magnétique, comme on l'a vu ici dans le générateur de centrale électrique. Voilà, donc il suffit d'une force magnétique sur ces électrons pour créer des courants qui vont parcourir des fils électriques jusqu'à la maison pour pouvoir les exploiter. Les exploiter grâce aux prises électriques, on peut faire fonctionner ben, des lampes, hein, des moteurs électriques, du chauffage électrique. Et avec l'aide de batteries, on peut même faire fonctionner un téléphone qui fonctionne grâce à la force électrique ici générée par les petites charges oscillantes dans l'antenne qui peuvent être récupérées par une autre antenne. Hein, on voit que l'électricité est tout à fait universelle et que voilà, hein, finalement les choses ne sont pas si compliquées quand on les décrit comme ça. Hein, c'est simplement cette force électrique qui est maîtrisée grâce aux matériaux conducteurs. Voilà, hein, c'est ici que je vais arrêter cet exposé. J'espère que ça t'a donné une bonne idée de ce qu'est l'électricité, de comment on fait donc pour la maîtriser. Hein, il est clair que maintenant il va falloir aborder ça de manière beaucoup plus sérieuse. Hein, toutes ces choses ici, pour être maîtrisées, ben, demandent une étude approfondie bien sûr de la force électrique. Et c'est ce qu'on verra donc dans les séquences qui vont venir, hein, qui sont consacrées à l'électricité et à l'électromagnétisme. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci pour ton attention.